Bonsoir, bienvenue pour ce journal régional. En voici les principaux titres. Grosse mobilisation aujourd'hui des éleveurs de porcs du Grand Ouest. Ils ont bloqué une partie de la journée les principales entrées de Rennes. Notre invité sera Jeff Trébaol, le vice-président de la Fédération nationale porcine. Qui seront les candidats pour les municipales de Plédère en Ille-et-Vilaine? Pour l'heure, aucune liste n'a été constituée à moins de 3 semaines du premier tour. Par ailleurs, nous irons à Plérin dans les Côtes d'Armor pour le 2e épisode de votre série d'avant municipal. Et puis nous découvrirons des pièces de textile très rares créées au XVIIIe siècle. Elles sont exposées au musée de la Compagnie des Indes de Port-Louis. Et une fois n'est pas coutume, commençons ce journal par le chiffre du jour. 7000, c'est le nombre d'éleveurs de porcs en Bretagne. Notre région reste la première productrice de porcs en France. Des éleveurs qui ont convergé à Rennes ce matin pour une mobilisation massive. Bonsoir Tanguy. Bonsoir Stéphanie. L'heure est à la crise. Et c'est un cri d'alarme qu'ont lancé plusieurs centaines d'éleveurs aujourd'hui. Entre surproduction européenne et flambée du prix des céréales, la profession traverse la période la plus délicate de son histoire. Et en bloquant les accès de la ville de Rennes, les éleveurs demandaient la mise en place d'un plan de sauvegarde pour la production porcine. Géraldine Lassalle, Jean-Michel Piron. Il est 11h30 sur la voie express Rennes-Saint-Brieuc et tout semble normal. Mais en quelques minutes, le barrage filtrant est mis en place. Autour de Rennes, les automobilistes ont un rendez-vous un peu forcé avec les éleveurs de porcs. Ici, ils sont peut-être 200 à s'être déplacés des Côtes d'Armor et du Finistère parce qu'ils vivent une crise sans précédent. C'est vrai, avant on avait des crises qui nous permettaient on perdait de l'argent, mais la crise on la voyait venir, on perdait peu. Aujourd'hui c'est tellement violent qu'on n'a pas de lisibilité à moyen terme. C'est pour la production porcine, comme c'est expliqué là. Ouais. L'élevage moyen en Bretagne c'est 200 truies, donc on perd 16 000 € par mois quoi. Mais c'est bien, faut bloquer. Bretons, Ligériens, Normands, 3 régions, soit 70% de la production nationale porcine. Chaque mois, ils perdent de l'argent. Le prix de l'aliment a été multiplié par 2 depuis 1 an. Les cours du porc, eux, ont baissé de 10% en 2007. Et la filière de pointer du doigt la grande distribution qui, dans le même temps, n'a pas bougé ses prix. Allez bloquer les grandes surfaces, quoi. On le fait régulièrement. Bah non, mais attendez, c'est eux qu'il faut bloquer, quoi. C'est eux qui vous prennent votre marge. La grande distribution n'a pas le droit de vendre à perte et nous vendons à perte. Nous vendons à perte en ce moment. Je sais pas si vous avez vu le c'est l'avenir de la région aussi qui est en jeu. Il y a les éleveurs, mais il y a aussi tous les emplois derrière. Regardez, 35 500 emplois derrière. Voilà. Dans l'après-midi, le préfet leur a confirmé leur rencontre avec le ministre de l'Agriculture jeudi. Et pourquoi pas Nicolas Sarkozy samedi au Salon de l'Agriculture à Paris. Ce qu'on a envie de faire, c'est que à l'issue de ces quelques jours, il y ait des décisions qui soient prises et qui corrigent un certain nombre d'injustices qui nous pénalisent au quotidien dans nos entreprises. À partir de 16h, les barrages ont été levés au fur et à mesure. 1 heure plus tard, la circulation est redevenue normale. Invité de ce journal, Jeff Trébaol, le vice-président de la Fédération nationale porcine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en quoi la flambée du prix des matières premières est-elle la responsable de cette crise que vous considérez comme sans précédent ? Je crois qu'on a constaté effectivement une flambée des prix du maïs, du blé, de l'orge et aussi du soja, comme on n'a jamais connu. Grosso modo, ça a une répercussion de 70% de hausse sur le prix de l'aliment. L'aliment représente dans notre coût de production aux environs de 65%. Donc vous voyez un petit peu la répercussion que ça a eu pour incidence directe de faire passer le coût de production qui, en juin 2006, était de 1,20 € à 1,60 € aujourd'hui, 40 centimes d'écart. Quelles sont justement les mesures que vous attendez très concrètement? Les mesures sont de 2 ordres. D'une, au niveau européen, reconduction et continuité dans la mise en place des restitutions, donc des aides accordées aux entreprises d'abattage pour pouvoir exporter des carcasses sur la Russie, voire des pièces sur les pays asiatiques tels que la Corée du Sud, etc. Bon, on a eu un certain nombre de garanties aujourd'hui avec le ministre, à l'issue du Conseil des ministres d'hier à Bruxelles, comme quoi les restitutions seraient maintenues pour un certain laps de temps encore. Ceci dit, ce n'est pas suffisant. Il va falloir que ces restitutions-là soient augmentées pour pouvoir assainir le marché. Est-ce que les producteurs sont unis en Bretagne? Pour la même production, il y a 2 groupements d'éleveurs au Danemark, il y en a une 60aine en France. Vous ne pouvez pas peser le même poids à l'export ou sur la grande distribution?
Certes, mais cela n'a aucune incidence sur le prix de revient des éleveurs aujourd'hui. Ce n'est pas une question d'organisation, c'est une question de supporter des charges et de transposer les charges que l'on doit supporter au niveau du coût de production. Donc le modèle breton est le bon? Le modèle breton est sans doute un modèle qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de peut-être de se restructurer. Certes, c'est vrai que pour faire face à la grande distribution aujourd'hui où il n'y a que 5 centrales d'achat, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait que 2 ou 3 interlocuteurs face aux centrales d'achat. Mais bon, ça c'est de l'ordre du secteur de l'aval et de l'abattage de réfléchir. Parce qu'on avait l'impression quand même que d'une crise succède à l'autre, d'une décennie à l'autre. Donc il faut peut-être que les éleveurs de porc revoient en fait leur organisation tout de même. Je crois que l'organisation européenne est une organisation malheureusement ultra-libérale, qui laisse la liberté à chacun des pays de pouvoir augmenter sa production telle qu'il le souhaite, sauf en France. Parce qu'en définitive, la France a baissé sa production de 5% de 99 à aujourd'hui. Par contre, l'Espagne a augmenté de 11%, l'Allemagne a augmenté de 8%, le Danemark a augmenté de quasiment 15%. C'est là où le bas blesse. Je pense qu'il n'y a pas d'OCM qui régularise la production porcine. Et je pense que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Chef Trébaol, merci d'être venu sur ce plateau. Je précise que vous serez reçu par Michel Barnier jeudi prochain au matin, ce jeudi. Tout à fait. Dans l'actualité aussi, les salariés du groupe Douf devront encore patienter avant de savoir si leur temps de pause sera payé. Un temps de pause de 30 minutes qui n'est plus payé depuis 2004. Les prud'hommes de Quimper devaient se prononcer sur 400 dossiers déposés par des salariés du groupe volailler. Sauf que voilà, les conseillers prud'homaux n'ont pas su se départager. Une audience de départage aura donc lieu en septembre, menée cette fois par un magistrat professionnel. Pour les salariés, c'est plutôt bon signe car une procédure identique a dans le passé été favorable à leurs collègues du Morbihan. La séparation est souvent un moment douloureux. C'est d'autant plus compliqué quand les parents sont de nationalités différentes et que la garde d'un enfant divise les deux parties. La cour d'appel de Rennes examinait aujourd'hui la garde d'un enfant de 3 ans. La mère est allemande, elle envisage de retourner vivre dans son pays d'origine et le père français craint donc de ne plus pouvoir revoir son fils. Les explications de Séverine Breton et Serge Lenot. Un petit bonhomme qui joue pendant que son papa feuillette un gros dossier, cela ressemble à toutes les histoires de garde d'enfants. Mais Xavier n'est pas un petit garçon comme les autres. Il a la double nationalité franco-allemande et quand sa maman est partie, cela a tout changé. Longtemps, David Kergus a cherché, engagé un détective, lancé des procédures, remué ciel et terre. La justice française lui a confié la garde de son fils, mais quand il est parti le chercher, les Allemands n'ont rien voulu savoir. A fait comprendre que le jugement français, il valait rien du tout, et que vous étiez sur le sol allemand et pas sur le sol français, donc pour eux ça comptait absolument pas. La maman est depuis rentrée en France. Xavier passe la moitié de son temps chez elle, mais elle ne peut plus quitter le territoire, au soulagement du papa. Le départ de la maman le 24 décembre, sans prévenir personne, l'avait extrêmement angoissé. Depuis qu'il sait qu'il y a une interdiction de quitter la France, au moins maintenant, et quand il remet l'enfant à sa maman, il n'y a plus cette angoisse, en tout cas en lui. Ce matin, la cour d'appel de Rennes a étudié l'affaire. Pour l'avocate de la maman, il n'y a eu ni enlèvement, ni volonté de l'Allemagne de garder des enfants pour combler une démographie en panne. Ça ne change rien sur la démographie. Je crois que ça doit concerner combien de cas par an? Ça peut-être 40 ou 50 maximum. Donc je ne comprends pas cette volonté farouche de vouloir faire de ce dossier un dossier exemplaire en disant c'est la lutte de l'État allemand contre l'État français. Ça me paraît complètement disproportionné. Une association s'est constituée autour d'histoires comme celle de David Kergus. Elle milite pour une simplification et une harmonisation des textes en Europe. Ce qu'on attend, nous, en fait, d'une éventuelle initiative de la présidence française, c'est qu'effectivement, les mécanismes d'application de justice familiale deviennent comparables et transparents dans tous les pays de l'Union européenne. La Cour d'appel rendra sa décision le 11 mars. Par ailleurs, une soixantaine d'évêques français sont réunis à Rennes pour leur session annuelle. 3 jours de débat sur le thème de la bioéthique et en particulier les débuts du vivant, autrement dit l'épineuse question de l'embryon humain. Il ne s'agit pas de déterminer la position officielle de l'Église, mais plutôt d'ouvrir le débat. Stéphane Gramont, Lionel Bonis. Tous les ans, durant 2 jours, les évêques sont en formation. Une rencontre en général assez discrète qui se tient à huis clos. Cette année, le thème est sensible, l'embryon et son statut, 1 an avant la révision de la loi sur la bioéthique. Alors l'Église écoute, généticiens, philosophes et juristes. Définir un droit de l'embryon, ça peut un peu unifier les protections actuelles,
qui ne sont pas les mêmes selon que l'embryon est in utero ou in vitro. Bon. Tout ça est complexe évidemment juridiquement et scientifiquement, mais il y a des enjeux éthiques qui sont lourds et pas simplement pour les religieux. Les scientifiques nous permettent de voir le premier moment de la conception, la création d'une cellule. Pour l'Église, le premier visage de la vie. C'est justement au nom des avancées de la science qu'elle veut faire passer l'embryon de la chose que l'on manipule à la personne que l'on doit protéger. Il y a beaucoup de choses de découvertes, il y en a encore énormément à faire. Mais, je veux dire, nous voulons nous placer du point de vue du pourquoi. Finalement, ce qui existe, quel est son but ? Le but, c'est que naisse un être nouveau dans le monde. L'enjeu concerne la science. Peut-on cloner ou non, même à des fins thérapeutiques, par exemple? Il concerne également la question de l'avortement. L'Église entend participer au débat en 2009, mais sans s'opposer au fondement de la loi Veil. Dans l'actualité aussi, ça ne vous a pas échappé, bientôt les élections municipales. Sauf qu'à Plédère, en Ille-et-Vilaine, les électeurs n'ont pour l'instant aucun candidat à désigner. Dans les communes de plus de 3500 habitants, les candidatures doivent être déposées avant jeudi soir. Dans les plus petites communes, comme Plédère, par contre, les candidats ont jusqu'au premier tour pour se déclarer, ce qui laisse donc encore un peu de temps aux habitants pour s'investir dans la vie de leur commune. Reportage sur place d'Éric Pinault et Larbi Benchia. Plédère, 650 habitants et un fauteuil de maire à prendre. Pourtant, aucune affiche de campagne sur les panneaux du bourg, faute de candidats déclarés. Le maire sortant ne repart pas, ses conseillers non plus. Peut-être qu'il y a des gens qui attendent le dernier moment ou qui vont peut-être se décider parce qu'ils voient qu'il n'y a rien. On aimerait savoir rapidement qui se présente, puis voilà. Et après on allait connaître un petit peu avant de passer au vote. Mais je pense qu'on en aura un maire, j'espère. J'espère, ou une. Il faudra faire vite, mais rien n'est impossible. Il y a quelques jours, un sursaut républicain a secoué la commune. Une réunion publique à l'initiative d'une Plédéroise et voici 2 listes en cours de constitution. À 3 semaines du scrutin, Evelyne Simon-Glory participe à cette course contre la montre. Sans maire, la commune serait sous la tutelle de la préfecture, une situation impensable. Je pense que les habitants de Plédère ont envie de voir un être humain à chaque fois qu'ils se rendront à la mairie de Plédère. Quand je dis être humain, c'est un élu. Quand ils auront des choses à dire, c'est pas d'appeler la préfecture, mais d'aller voir l'élu du coin, pas du quartier, mais du village, et pour pouvoir avoir une relation. Ici, chacun imaginait naturellement qu'il y aurait des candidats, alors pourquoi s'en soucier ? Aujourd'hui, c'est au pied du mur que des habitants inquiets décident finalement de s'investir. La grande majorité n'a jamais siégé dans un conseil municipal. C'est complètement incroyable, puisque la plupart des gens de l'équipe, il y a 15 jours, ne savaient pas encore qu'ils allaient se lancer dans l'aventure, proposer quelque chose, proposer un projet aux Plédérois, réfléchir sur des sujets qui concernent tout le monde. Et oui, c'est complètement incroyable. Le maire sortant avait annoncé son départ de longue date. Il fera tout aujourd'hui pour que la succession se passe dans les meilleures conditions. Je suis tout à fait prêt à leur expliquer totalement le fonctionnement de la commune, l'état des finances, les projets futurs. Plédère devrait donc poursuivre son développement sereinement. Encore 100 candidats hier, les électeurs vont découvrir des prétendants peut-être plus motivés qu'ils ne pouvaient l'espérer. Et puisqu'il est question de municipal, c'est le moment ou jamais de vous proposer le 2e épisode de notre série Parfum de campagne consacrée à Plérin près de Saint-Brieuc. Hier, nous vous parlions des forces en présence avec notamment la division à droite. La première adjointe se présente contre le maire sortant. Aujourd'hui, retour au terrain où pour les candidats, chaque habitant est un électeur potentiel. Jean-Marc Seigné, Catherine Bazille. La campagne pour les municipales, c'est un peu le poids des mots, le choc des photos. Entre le maire et sa première adjointe, le courant ne passe plus et personne ne semble prêt visiblement à recoller les morceaux. Et pourtant des photos de l'union sacrée entre Yves le Faucheur et Mireille Dubois, il en existe en mairie. Mais ce n'est pas sur celle-ci que s'arrête désormais monsieur le maire. C'était mon père qui était premier adjoint même à l'époque. C'était en quelle année ça ? 1959, c'était son dernier mandat. Le divorce semble donc bien consommé. Désormais, les 2 élus issus d'une même majorité expédient les affaires courantes à bonne distance au sein de la même mairie, en évitant soigneusement de se croiser. Ici, c'est le Faucheur. Bon, donc, effectivement, il y a eu une première consultation. Ah non, il n'y a pas de préemption dans les secteurs agricoles.
Cette division, Ronan Kerdraon se garde bien de l'exploiter. Le chef de file de la gauche à Plérin ne veut surtout pas être demain le candidat sorti des urnes par défaut. Nous ne comptons pas sur cette division-là. Véritablement, ce que nous faisons, en tout cas pendant toute cette campagne, ce que moi je fais, c'est effectivement valoriser notre projet et faire en sorte que notre projet soit réellement porteur d'espoir pour la population. Alors, sans relâche, avec ses colistiers, il arpente le terrain. Il faut croire que la méthode a déjà fait ses preuves, puisque tous les candidats se prêtent au même exercice, quitte à ne pas toujours récolter les fruits de ce que l'on croit avoir semé durant la campagne. Vous avez quand même fait tous les deux du bon boulot quand même. Hein. On a fait énormément de travail. C'est ça, c'est ce qu'il faut. C'est un petit peu ça qu'il faut voir aussi, quoi. On a fait beaucoup de travail. Tout le monde est habitué à nous voir travailler. Bon, il y en avait un qui avait sa façon de faire les choses, et puis il y en avait un autre qui assurait dans l'ombre, disant les choses comme elles sont. Et aujourd'hui, eh bien, les choses ont évolué. Moi, j'arrive à un moment de ma vie où je considère que je porte des projets qui sont différents et qui sont beaucoup plus importants. Ça fait quoi, un troisième mandat que vous allez... Non, le quatrième. Un peu. Mais avant, c'était 6 ans. Oui, 6 ans. Ah, vous avez gagné votre retraite. Oui. Le porte-à-porte dans les quartiers, monsieur le maire s'y colle aussi avec la foi du charbonnier, persuadé que l'éclatement du conseil qu'il a présidé sera sans conséquence sur le résultat final. Ils sont légitimistes en général. Et ils ne s'inquiètent pas s'il y a 2, 3, 4, 5 listes. C'est pour ça que je ne me fais pas de soucis. Les soucis, ce sera peut-être pour l'entre-deux-tours. Mais à Plérin comme ailleurs, à chaque jour suffit sa peine. Pour le moment, d'un camp à l'autre, la seule posture qui vaille, c'est l'optimisme béat. Et prochain épisode demain soir. Terminons ce journal par une escale dépaysante en Inde. Plus précisément au musée de la Compagnie des Indes à Port-Louis. Des pièces de textile très rares du XVIIIe siècle y sont exposées, et ce jusqu'au 3 mars. Adélaïde Castier et Eric Nedjar nous en disent plus. Deux coqs face à face observent leurs parures respectives. Un peu plus loin, un éléphant vient côtoyer une sorte de porc-épic. Toute la poésie de l'Inde est soigneusement tissée sur ces pièces de coton. Au XVIIIe siècle, à peine débarqués des navires de la Compagnie des Indes, ces parures remportent un grand succès en Europe. Le coton tissé, on ne connaît pas. Et puis le coton imprimé, c'est encore autre chose qui n'est pas du tout répandu en Europe. Donc c'est vrai qu'il y a une surprise et puis immédiatement un engouement pour ces cotonnades. Les Britanniques leur attribueront le nom de palampore, un mélange de hindi et de perse qui désigne la pièce qui couvre le lit. Mais ces cotonnades étaient surtout accrochées en tenture sur les murs avec souvent un arbre de vie comme motif principal. Et c'est un motif qui plaît beaucoup en Europe parce que l'arbre de vie, c'est un motif qu'on retrouve aussi dans l'iconographie chrétienne et même catholique. Beaucoup de vitraux, notamment en Bretagne, sont ornés de l'arbre de vie qui illustre la genèse du Christ. Depuis quelques années, le musée de la Compagnie des Indes oriente sa politique d'acquisition vers les textiles. En effet, les cotonnades indiennes composaient environ les 2/3 des cargaisons des navires. Délaissés au XIXe siècle, les palampores sont aujourd'hui des pièces très recherchées. Et c'est la fin de cette édition. Merci Tanguy. De rien. On se retrouve demain. Avec plaisir. Prochain rendez-vous avec la formation régionale, justement, c'est demain avec le Midi Pile Ouest. À 18h40, vous retrouverez Ça vous regarde et ses spéciales municipales consacrées aux enjeux dans la commune de Carré. Dans un instant, la suite du 19-20 sur France 3. Puis à 19h57, n'oubliez pas le rappel de l'information avec vos éditions locales, Iroise et Haute-Bretagne. Excellente soirée sur France 3 et à demain. Bonsoir. Pour mieux vous accompagner, voici Essentiel Santé avec la mutuelle Prévadiès. Le don du sang est essentiel. C'est un acte vital et nécessaire. Aujourd'hui, en France, il faut plus de 2,5 millions de dons par an pour faire face à la demande. Les dons du sang servent aux malades qui sont porteurs de maladies graves, leucémie, intervention chirurgicale, mais également à tous les accidentés de la route.
et ils sont d'une façon générale destinés à tous ceux qui ont besoin de globules rouges ou de plaquettes. Alors, le médecin est là pour sélectionner les donneurs et il les sélectionne dans le but d'assurer à la fois la sécurité du malade et la sécurité des donneurs. Ainsi, pour assurer la sécurité des receveurs, chaque poche de sang est testée et les donneurs sont contrôlés. Les volontaires peuvent également donner du plasma et des plaquettes. Le don de plasma, il faut compter 45 minutes. Le don de plaquettes, il faut compter 1h30. Pour le donneur, il n'y a évidemment aucun risque. Par rapport au temps, le temps est effectivement un petit peu plus long, mais c'est toujours une piqûre. Il n'y a pas plus de difficultés. C'est un don qu'on peut faire plus souvent. Le don de plasma, on peut le faire tous les 15 jours, parce qu'en fait le donneur donne de l'eau, des protéines, on ne prend pas d'éléments cellulaires. Donc c'est un don qu'on peut faire très souvent. Il est également possible de donner ces plaquettes toutes les 4 semaines. C'était Essentiel Santé avec la mutuelle Prévadiès. Tout savoir de la météo sur France 3 avec Malakoff. Retraite, épargne, prévoyance et santé. Les nuages ont progressé jusqu'à nos régions cet après-midi et la nuit prochaine, une zone faiblement pluvieuse va surtout occuper les pays de la Loire. La masse d'air est plus douce que ces derniers jours, mais une petite poche d'air plus frais et plus sec va s'infiltrer passagèrement par le nord-ouest de la région demain. Au lever du jour, quelques pluies résiduelles traîneront encore un peu à l'est, tandis que la grisaille sera générale. Et puis au fil de la matinée, le ciel de l'ouest breton verra apparaître de petites éclaircies. Les minimales encore proches de 0 ce matin vont grimper vers la douceur pour atteindre 5 à 7 degrés demain matin. Ça s'améliore dans l'après-midi, les pluies vont disparaître et le ciel s'éclaircir pour les pays de la Loire. Sur la Bretagne, encore beaucoup de nuages, mais de belles éclaircies devraient apparaître, elles seront plus généreuses en fin d'après-midi. Malgré tout ce changement, les maximales resteront stationnaires avec 10 à 13, localement 14 degrés près de l'Atlantique. En mer, le vent variable à dominante nord-nord-ouest sera inférieur à 3 Beaufort. La mer sera souvent belle et la houle d'ouest atteindra 1 à 2 mètres. Côté visibilité, elle sera réduite sous brume le matin. 1 à 3 000, s'améliorant 4 à 8 000. Coup d'œil sur l'agenda pour finir. Lever du jour demain à 8h07. C'était la météo sur France 3 avec Malakoff. Retraite, épargne, prévoyance et santé. Les dômes de Sheba, de tendres blancs de poulet.